Salut, ici Caboté et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je rencontre Caboté. Caboté est gestionnaire de projets dans le secteur financier mais il s'épanouit pleinement dans l'écriture, le slam et la poésie. Malgré nos quelques années de différence, on a grandi dans le même quartier dans la région de Mons. J'ai été surpris d'apprendre qu'il était à fond dans l'écriture et de découvrir son style propre, efficace et affirmé. On s'est assis ensemble chez moi et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Rhapsody, Common, Eric Clapton, Tupac et Youssoupha. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caboté. Bonjour Patrick, Bienvenue à toi. merci de m'accueillir. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Nous, on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Ouais. Tu es un petit, comme on dit dans le jargon, c'est ça, de la ouais. cité. C'est ça, hein, les petits grandissent. Ouais, mais ils grandissent effectivement. Et du coup, je t'ai invité justement suite à ton évolution, on va dire, qui, selon moi, est quelque chose que j'ai vu de loin. Parce que, comme je l'ai dit, je suis un grand, mais je n'étais pas non plus si proche de ça que toi, puisque tu es la génération, tu es 2 générations en dessous. Ouais, facile. Et donc, vu ton parcours actuel, j'étais intéressé de savoir comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et comme le principe du podcast, c'est essayer de rencontrer des gens que je connais déjà ou de rencontrer des personnes que je ne connais pas via la musique, je t'ai invité, tu as accepté de l'invitation. Ouais, Et, c'est un honneur. Enfin, l'honneur est pour moi. Et du coup, tu as accepté l'invitation, tu m'as renvoyé tes 5 morceaux de musique. Et j'ai pu découvrir ta playlist, ou du moins celle qui a fait... j'ai pu découvrir les morceaux qui ont fait la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui. Est-ce que l'exercice a été difficile pour toi ou pas ? À vrai dire, oui, c'est 5 musiques, c'est pas assez. Il faudrait un album entier en fait. Sérieux ? Soit il faudrait un album, oui. Il faudrait carrément un album. Alors j'ai essayé de trouver en fait, ça permet de réfléchir en fait. Cette question que tu poses de ramener 5 chansons et d'être sélectif, c'est vraiment nous ramener dans des moments clés de notre vie. Ouais. Et oui, pouvoir les partager en fait et trouver des chansons qui peuvent illustrer ça de la manière la plus fidèle et la plus précise possible. Et ouais, j'ai vraiment pris du temps. Je pense que j'ai pris 2 jours. Ouais, tu m'as pas répondu tout de suite. Voilà, j'ai dû réfléchir constamment. J'ai changé de musique à chaque fois. Et finalement, j'ai finalement trouvé voilà, les chansons qui étaient les plus appropriées. Ouais. Et ouais, je pense qu'il va falloir les remettre pour pouvoir me remettre dans le mood à chaque fois. Pas de souci. On a la place et le temps pour le faire. Donc du coup... donc ça, c'est totalement faisable. Mais du coup, j'avais une question, c'est que quel est le lien que toi, tu as avec la musique ? La musique. J'ai toujours de la musique dans les oreilles, en fait. J'ai toujours des écouteurs ou quoi. La musique, je pense que j'ai une mémoire voilà, émotionnelle via la musique. Ok. Alors, chaque chanson me ramène, en fait, à un sentiment, une émotion, et je peux pas me rappeler vraiment le moment précis, mais je peux me souvenir en fait de comment je me sentais à ce moment-là. Ok, ouais. Et la musique a vraiment un gros impact dans ma vie, et je pense après je suis quelqu'un de sensible voilà, je suis un artiste, et donc forcément je suis sensible, et toute forme d'art, particulièrement la musique, c'est ce qui me touche le plus. Ouais, tu l'as dit, tu es un artiste. Je précise que Caboté est un slammer poète. Ouais, écrivain, slammer poète, oui. Ok, et du coup ça c'est une discipline que moi j'ai découvert via les réseaux sociaux parce que comme je l'ai dit, j'ai grandi avec toi, mais je n'ai jamais vu venir cet aspect-là, j'avoue. Ouais. Personne en fait. Parce que dans la vie, allez, entre guillemets on peut dire que tu as 2 facettes. La vie de tous les jours, tu fais quoi ?
T'es dans un bureau. Oui, je suis dans un bureau. Oui. T'es dans les finances, c'est ça? Je travaille oui, allez, je travaille dans. Je suis juriste de formation. Ouais. Je travaille dans le cadre des marchés publics. Ok. Et donc, du coup, c'est administratif, juridique. Et ouais, je suis dans la vie tous les jours, c'est ça. On peut dire que je suis juriste de profession Ouais. et poète par vocation, on va dire. Ouais. Ok. Et à quel moment ça t'est venu la poésie? J'ai. Parce que moi, quand je te voyais sur les ouais. terrains de foot, là, c'était le football et pas la poésie, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, non, non. Ça m'est venu à un moment donné dans ma vie. J'ai traversé j'ai eu une période très difficile, notamment par rapport à mes études, etc. Et Ouais. j'ai aussi, on va dire, toutes les certitudes que je pensais avoir, notamment concernant mon identité, se sont effondrées. Ok. À travers tous mes échecs, à travers justement d'autres choses, les pertes, des amis qui se sont éloignés et autres. Et on se remet en question, de manière très forte. Et on va dire que la plume m'a beaucoup aidé. La Ok. poésie m'a beaucoup aidé, c'est un but thérapeutique. Et, oui, c'est vraiment aujourd'hui maintenant, lorsque j'écris, c'est ce qui me permet en fait de mettre face à face à mon miroir émotionnel. Ok. Et donc du coup, je peux voir mes peines ou bien ce que je n'arrive pas à avouer et autres, parce que voilà, se confesser envers une autre personne, parfois c'est très difficile. Ouais, les Voilà. mots sont parfois Ouais, difficiles à trouver ou difficile à parfois trouver, voilà. Mais ils sont importants. Les mots sont importants et ils permettent en fait de rendre les choses réelles et de voir en fait ça mène à l'existence la chose que tu nies en Ouais. soi, notamment beaucoup de sentiments et autres. Par exemple, imaginons une personne qui est amoureuse aura toujours du mal à dire le premier je t'aime, parce que dire je t'aime, parfois on a peur d'être vulnérable. Ouais. Et aussi c'est avouer à l'autre personne que oui, voilà, je t'aime, est-ce que toi aussi tu m'aimes en retour et autres, tu vois. Ça implique beaucoup de choses. Voilà, ça implique beaucoup de choses. Donc les mots quelque part nous engagent, et ça c'est une affirmation en soi sur des choses qui sont pas tangibles, mais ça rend les choses encore plus tangibles, plus réelles. Et c'est ça en fait. Et donc du coup mettre des mots sur toutes les choses que je traversais me permettant en fait de voir ce à quoi je faisais face et en soi pouvoir les affronter. Est-ce que les morceaux que tu m'as envoyés, tu me les as envoyés dans un certain ordre, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, ou parce que généralement quand je demande de faire l'exercice, soit on m'envoie la liste avec en disant voilà, celui-là c'est vraiment le premier, le number one. Là, les gens qui font ça généralement font un top 5. Mais est-ce que toi c'était un top 5 ou c'est vraiment 5 moments clés pris au hasard C'est 5 moments clés pris au hasard. Vraiment, à part il y en a 2 qui se rapprochent, que je pense que voilà, dans le contexte, ce sont 2 qui se rapprochent. Sinon, le reste, ce sont des moments phares. Ouais. Donc, du coup, ils peuvent être pris voilà, de manière aléatoire. Ok, bah j'ai été content d'écouter les morceaux. La plupart des artistes qui étaient dedans, je les connaissais, mais pas les morceaux de musique. Du coup, c'est ça qui est aussi un truc cool avec ce concept, c'est que je découvre des morceaux d'artistes que je connais. Des morceaux qui peut-être m'étaient passés complètement à côté, mais que pour toi ça a du sens, et du coup je vais réécouter peut-être et voir si ça joue sur moi, sur ce que je ressens moi personnellement. Et du coup il y a quand même une vibe qui ressort de ces 5 morceaux. Il y en a un qui m'a surpris. J'imagine lesquels. Il y en a un qui m'a surpris, j'ai fait ok, t'écoutes, ça c'est venu à tes oreilles. Mais sinon le reste, je dirais qu'ils sont tous dans la même vibe. Et même celui qui m'a surpris, je pense que je le considère aussi dans la même vibe. On parle vraiment d'émotion à ce moment-là, de quelque chose qui t'a traversé pendant ce temps-là, qui t'a traversé via ces morceaux-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu dégager. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. C'est vraiment, comme je dis, c'est l'émotion dans la musique. Je pense que ces chansons, enfin ces tracks sont vraiment très importantes parce que pour moi, une chanson qui n'a pas d'esprit, d'âme, n'est pas destinée en fait à perdurer. Et je pense que ces chansons-là l'une a traversé le temps,
Ouais. Non, 2 même, plusieurs ont traversé le temps. Et le reste, voilà, sont un peu plus récentes, enfin, dont une un peu plus récente, mais qui aujourd'hui voilà, a une âme et qui, je pense, peut être une chanson fédératrice. Ouais. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça et de discuter en même. On va commencer avec le premier morceau. Je suis prêt. Le premier extrait qu'on va écouter, c'est un extrait d'un morceau de Rhapsody, rappeuse de Chicago, je pense, si je ne me trompe pas, oui. Qui est en featuring avec PJ Morton, et le morceau s'appelle Afeni. On l'écoute tout de suite. On vient d'écouter Rhapsody featuring PJ Morton, et le morceau s'intitule Afeni. Il date de cette année-ci, 2019. Caboté, oui. Pourquoi il est dans ta playlist? Pourquoi? Car voilà, en ce moment, il y a beaucoup dans la communauté noire, il y a vraiment cette question-là qui vient, en fait. C'est la femme noire aujourd'hui, la négrophilie en gros, etc. Tu vois. Et la femme noire aujourd'hui se sent délaissée par rapport à l'homme noir, par rapport au soutien qu'elle peut recevoir. Sachant que elles sont souvent les premières qui nous soutiennent, justement, qui défendent notre cause. Des mères, des sœurs, des femmes, des amis. Et voilà, moi-même en tant que poète, j'ai été vraiment touché par cette chanson que j'ai écoutée, qu'encore aujourd'hui j'écoute et que je mets en boucle. Et j'ai écrit justement un poème en réponse à ce que Rhapsody dit dans son texte. Dans son texte. Ok. Ouais. Et voilà, donc j'aimerais le partager. Mais juste pour que les gens sachent de quoi parle la chanson, est-ce que tu peux un peu bien sûr. nous dire de quoi traite quel est le sujet enfin, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? La chanson est inspirée de la chanson, voilà, elle sample justement Tupac, Keep Your Head Up, qui est en fait une ode à la femme noire, justement. Voilà, il faut savoir que voilà, là où ils viennent, en fait, dans beaucoup de quartiers américains, afro-américains, voilà, beaucoup de femmes noires subissent en fait le joug souvent d'hommes noirs et se sentent délaissées et mal aimées, justement. Ouais, là-bas c'est très présent ce genre de considération. On en parle beaucoup dans les médias. Énormément. C'est un sujet qui n'est pas tabou là-bas, mais qui fait toujours de la polémique parce que c'est toujours existant, cette non-considération de la femme noire là-bas aux États-Unis. Et la chanson Keep Your Head Up était l'une des premières chansons, ou bien l'une des chansons justement où la femme noire était vraiment mise en avant, sachant que Tupac, avec sa notoriété de l'époque, a vraiment fait une chanson, un poème. Pour moi, Tupac n'est même pas un rappeur, c'est un poète. Et donc du coup, il a fait cette chanson-là qui a inspiré justement la chanson Afeni, qui est le nom de la mère de Tupac, tout à fait. pour que c'est une Safa. Voilà, cette chanson-là s'est fait écho justement à ce que Tupac dit. Et ici, dans ce son, ce que j'aime bien, c'est que Rhapsody a fait, c'est qu'elle a parlé à l'homme noir, mais aussi à la femme noire. Et donc du coup, elle montre en fait que lorsque on parle comme ça, lorsque les femmes noires se plaignent, ce n'est pas contre l'homme noir, justement, mais c'est un appel, justement, pas à l'aide, mais un appel, justement, à la considération qu'ils peuvent apporter, parce que au final, nous menons le même combat. Alors pourquoi être des ennemis, en fait, l'un et l'autre, sachant que nous partageons la même histoire, en fait. Et il faut savoir que la femme noire subit quelque part un double joug, on va dire, dans ces sociétés. La société actuelle, en fait, c'est que en plus d'être noire, c'est aussi une femme. Donc elle exclut des débats, par exemple féministes, parce qu'elle est noire. Et elle exclut aussi de beaucoup de débats parce qu'elle est une femme aussi. Et donc du coup, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette carte, en fait, cette double carte qui fait que la peau noire n'est en soi pas une malédiction en soi. Non, mais aujourd'hui, dans la société actuelle, la peau noire aussi un poids, on va dire, par rapport à la société dans laquelle on vit. En soi, c'est pas un poids, mais c'est juste, voilà, je veux bien qu'on comprenne les choses.
C'est de ce côté-là, en fait, que c'est ce côté-là que j'ai pris le texte, sachant que laisser la parole à une femme noire, parler en fait des problèmes de la femme noire, justement, c'est très important. Et Rhapsody fait vraiment écho à ça. Et moi-même, lorsqu'elle parle en fait à l'homme noir, ça me parle à moi-même. Dans ta vie à ce moment-là, quand tu as entendu ce morceau-là, t'en étais où? Dans ma vie, j'en étais où? C'est-à-dire cette année-ci, en 2019, quand tu as entendu ce morceau-là, Caboté, il en était où dans sa vie? Qu'est-ce qui se passait pour que ce côté vulnérable ressorte? Qu'est-ce qui faisait que cette chanson lui parlait à ce moment-là? Parce que généralement, on est influencé par une chanson parce que dans le contexte, il y a une situation qui fait que, et donc du coup... en soi, il n'y avait pas vraiment de contexte précis, mais je pense que ça touchait vraiment à ma sensibilité parce que, voilà, ça a ramené en fait peut-être une culpabilité par rapport au mal que j'ai pu faire à un moment de ma vie. Voilà. Sans indiscrétion. Oui. T'étais un lover? Ah, écoute, bah oui, mais en fait, un lover, oui, mais bien sûr, tu vois, genre, dans le sens où, voilà, moi je suis une personne qui a été élevée justement par sa mère. Ouais. Enfin, mon père était. Oui, ton père et ta mère étaient toujours, sont toujours ensemble, sont présents, etc. C'est pas ça. Mais ma mère a toujours été, moi tu la connais, c'est une personne qui parle, qui aime partager, etc. Ouais. Et donc du coup, je me suis toujours dit que souvent on se dit, voilà, j'aimerais bien que je traiterais ma mère, ma femme d'une meilleure manière ou bien certaines choses. Mon père, c'est une personne excellente, hein, c'est pas ça. Mais souvent, voilà, nous sommes tous des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons quelques erreurs normales et j'en ferai aussi plus tard. Et souvent, voilà, l'enfant grandit en se disant, oui, je ne ferai pas ça. Oui. Voilà. Et parfois, je m'en suis voulu, parfois par mon manque de communication ou bien par d'autres choses par lesquelles qui font qui je suis et voilà pourquoi le paradoxe c'est que j'ai pas du mal à m'exprimer avec ma plume, avec les mots directement, etc. En face à face, parfois on trouve les tournures, parfois on n'ose pas, on n'est pas assez spontané dans l'ouverture en fait. Est-ce que ce serait pas aussi donc c'est le fait que tu n'arrives pas à exprimer tes émotions en face à face? Pas toujours, oui. Ouais. Pas toujours. Est-ce que ce serait pas un problème culturel parfois? Si, justement. Voilà, j'en parle justement dans mon texte. Ouais. C'est vraiment ça. On nous a jamais vraiment l'intelligence émotionnelle n'a jamais été au milieu justement de l'éducation. Autant je pense pour les femmes, autant pour les hommes. L'intelligence émotionnelle est quelque chose qui a souvent été mis de côté. Quand je dis ça, c'est par rapport au fait que voilà, en tant qu'homme, tu ne peux pas pleurer. En tant qu'homme, tu ne peux pas agir de telle ou telle manière. Tu vois, comme on disait à la Mobali, sois un homme. Ouais. Toi, sois un homme. Un homme fait pas ça. C'est des petites phrases qui semblent aujourd'hui anodines, mais elles ont un impact quelque part dans la conscience collective. C'est qu'on partage cette idée que l'homme doit être de telle ou telle manière, doit agir de telle ou telle manière. Donc du coup, on se rend compte en fait, comme je parle ici de mutisme mimétique, ça veut dire qu'on est en train de mimer justement ce silence. Ouais. Et donc du coup, on se rend compte en fait que c'est générationnel et il faut essayer de briser ce cycle en fait. On va passer au deuxième morceau. On va passer au deuxième morceau de la sélection. On est à peu près dans la même mouvance que Rhapsody, mais là on est aux versions masculines. En tout cas pour ma part c'est comme ça que je le considère. On est toujours à Chicago, on est avec Common et le morceau s'intitule je crois que c'est The Light. Yeah, The Light. The Light, le fameux morceau The Light. On va l'écouter, un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'écouter un extrait de The Light par Common. On est en 2000. Pourquoi ce morceau dans ta playlist? Je me souviens parce que j'avais été en Angleterre à l'époque. J'étais en Angleterre et j'avais écouté ça une fois que j'étais dans un bar. Ouais. Et j'ai vraiment kiffé en fait. Et c'est là que j'ai découvert Common. Bien sûr, I Used to Love Her, je connaissais. Ok.
Mais ce son-là, c'est vraiment de la poésie, en fait, pour moi. C'est vraiment de la poésie. Le fait, en fait, qu'il écrive une lettre, etc., et qu'il parle de l'amour, et qu'il parle aussi de lui-même en tant qu'homme, en fait, hein, de certaines réalités. Et voilà, le texte, le son, tout est là. Tout est là, en fait, c'est un masterpiece. C'est vraiment, ouais, non, j'ai vraiment aimé. Et c'est là que j'ai été fan de Common. Et Common représente, en fait, une partie de ma vie, vraiment, c'est la vingtaine. Ouais, je suis encore dans la vingtaine. Je suis encore dans la vingtaine. Mais voilà, ça représente vraiment le début de la vingtaine. Vraiment, j'ai été touché. Vraiment, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ce son. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça représente vraiment une époque pour moi. C'est-à-dire que tu attribues à cette chanson le fait d'être arrivé à un moment donné où tu étais déjà à l'étranger, si je comprends bien, parce que c'est là-bas que tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs à Londres? J'étais parti. En fait, j'allais souvent à Londres. Mais là, j'étais parti vraiment voir mes cousins. Ouais. Et après, à un moment donné, je suis sorti seul, en fait. Et là, c'est là que j'ai découvert les bars culturels où il y a des spoken words, etc. Tu peux expliquer un peu plus c'est quoi un bar culturel? Voilà, ce sont des bars où il y a des open mic, en fait. Okay, il y a vraiment des open mic, il y a du jazz, il y a de tout. Et je suis vraiment tombé amoureux, en fait, de ce genre de vibe où il y a le fait, en fait, de créer un espace où chacun peut monter sur scène et exprimer n'importe quel art, en fait, n'importe quelle forme d'art. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà dans la poésie ou pas? Non, du tout. Okay, mais j'ai toujours été un amoureux des mots. Et moi-même, à l'époque, avec mon anglais rudimentaire, j'avais une très bonne compréhension de l'anglais, mais je parlais pas. Parler, c'était autre chose. Parler, c'était autre chose. Vraiment, je cherchais mes mots. C'était vraiment kitchen English. Vraiment, c'était vraiment un truc de ouf. Ouais. Mais j'ai vraiment apprécié, en fait, cet espace-là. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, j'ai entendu Common, des chansons de Common. Et là, à l'époque, voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont initié à ça, sa musique, etc. Je suis vraiment resté en contact avec ces personnes-là. Et ça prend vraiment une partie de ma vie où j'ai vraiment découvert, en fait, ça a été, je peux dire, c'est la genèse de ce qui fait que Caboté, en fait, est ce qui est aujourd'hui, en fait. Okay. Ça a vraiment été une porte. Ça a été si pas la serrure, en fait, qui a permis de débloquer, en fait, beaucoup de choses en moi. Et j'ai toujours été amoureux. Donc c'est là que j'ai découvert les Def Jam Poetry. Je commençais à regarder ça sur Internet. Ouais, c'était disponible sur YouTube. Sur YouTube, voilà. J'ai aussi checké ça, les Def Jam Poetry. On mettra un lien sur la page du podcast. Ouais, n'hésite pas. Franchement, pour expliquer aux gens ce que c'est, concrètement, c'était le label, la maison de disques Def Jam aux États-Unis qui faisait ramener des poètes, enfin on va appeler ça, des poètes et rappeurs, sur scène qui venaient faire des morceaux, enfin pas des morceaux, qui venaient présenter leurs textes. C'était sans artifice la plupart du temps, c'est-à-dire pas de musique, mais ils étaient face à un public et ils venaient présenter leurs textes. Il y a des grands noms qui sont passés par là. Kanye West, Lauryn Hill, Erykah Badu, Common, voilà pour Common, Yasin Bey, Mos Def. Et il y avait aussi des gens, des poètes que nous, on ne connaît pas ici, mais qui est certainement là-bas, avec déjà une petite renommée qui passait sur ces scènes-là. Il y avait Saul Williams, qui est un grand poète. C'est l'initiateur, en fait, de Spoken Word. C'était Saul Williams, il y avait Gemini, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui ont inspiré ma plume. Ok. Et voilà. J'ai une question du coup. Tu parles beaucoup d'anglophones. Ouais. Est-ce que dans ton travail, puisque tu es francophone à la base, est-ce que tu as des influences francophones? Sincèrement, la seule influence francophone que je pourrais vraiment citer, vraiment que sa plume, pour moi, c'est un maître de la plume française, francophone, je veux dire. C'est Souleymane Diamanka, qui est un poète peul, très peu connu, très peu connu, mais au talent vraiment qui est incroyable. Souleymane Diamanka. À chaque fois, c'est la manière dont j'écris en français, généralement, principalement. Quand j'écris en français, c'est vraiment Souleymane Diamanka. Il a fait, d'ailleurs, on peut le retrouver sur Spotify et toutes les plateformes de streaming. Il a un album qui s'appelle Liverpool. Et je conseille à tout le monde de se mettre ça dans leurs oreilles parce que
c'est vraiment quelqu'un qui te fait voyager justement grâce à sa voix, sa plume, etc. Et lui, tu l'as découvert quand? J'ai découvert quand, même époque quand j'étais vraiment c'est début de vingtaine. Et Ok. j'ai découvert avec Liverpool, tout simplement, le titre qui s'appelle Liverpool, c'était de son album aussi, et Muse amoureuse. C'était deux textes qui m'ont touché, la manière dont il joue avec les mots, la manière dont il m'a fait comprendre que la poésie c'est peindre avec les mots. Et à chaque fois c'est vraiment ce que je dis, c'est la langue française est tellement riche. Ok. Mais en soi, la manière dont j'écris est inspirée beaucoup de la plume anglophone. Lorsque j'écris, je fais plus des rimes de sens que des rimes de son. Ok. Les francophones sont beaucoup concentrés sur la poésie classique, avec des rimes qui doivent être mis de telle ou telle manière. Et les anglophones, eux, cherchent souvent à être profonds et non pas à rimer toujours. Mhm. Et souvent, ils riment avec les sens des choses. Souvent, ici, l'équivalent de leur manière d'écrire, on va parler des oxymorons. C'est Ouais, ouais. une manière, une figure de style en écriture, notamment éclairé par mes ténèbres. Simple exemple. Voilà, Ok, c'est ça un oxymoron, c'est deux termes qui sont antagonistes, mais qui forcément riment et se dit waouh, ok, je vois ce qu'il veut dire parce Mis que dans une phrase, ça fait une figure de style. voilà, ça fait voilà. L'image est très claire, quoi. L'image est très claire, mais tu te dis, mais pourtant, les ténèbres n'éclairent pas, mais comment Ouais, peut-elle ouais. éclairer? Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Et j'aime beaucoup jouer dans ce genre de style et autres, donc oui. Mais sinon, Soulman Diamanka, Ok. hands down. Et sinon, les rappeurs comme Youssoupha, Nekfeu, Fababy, parce que voilà, il Ouais. est très 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 bon. Malheureusement, voilà, il y a eu des péripéties qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Mais voilà, principalement Kerry James aussi, parce que voilà, je vais le citer parce que amende honorable. Voilà. Ouais, ouais. Mais sinon, Kerry James, Fababy, Youssoupha, Nekfeu, Damso pour la nouvelle génération. Est-ce que tu es influencé par le rap, du coup, ou à la Bien base, sûr, ta base, oui. elle est rap ou Ma base, elle est rap, parce que voilà, rap anglophone. Ma base, elle est rap, parce que voilà, Tupac, comme j'ai dit, c'est ma base des bases. Euh, et, euh, et ils m'ont fait apprécier justement les écrivains classiques. Bizarrement, ils m'ont fait écrire. Mais après, ils s'inspirent eux-mêmes en fait, des Shakespeare, Ouais. des. Quand tu entends Nekfeu des qui cite Langston Hughes, etc. Martin Eden, Voilà. Mhm. J'entends souvent Martin Eden dans ses Voilà. morceaux. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une influence aussi littéraire. Voilà, c'est ça. Ils vont... Camus a vraiment inspiré aussi, etc. Ok. Mais c'est vraiment ça. J'ai une question. Ouais. Comment tu t'es éduqué à la poésie? Sincèrement, je pense qu'il y a une part de don, talent, je vais dire, Ouais. par rapport à la poésie. Ça veut dire les mots me viennent tout seuls. Ça me vient comme ça. Je vois les mots, je peins avec. C'est comme une peinture pour moi en fait. C'est comme une Ok. fresque. Pour moi, je dis que les mots sont dans l'air et je les prends. Et La pêche aux mots. voilà, elle se révèle à moi, il se révèle à moi et je les prends. Mais sinon, j'ai beaucoup écrit pour trouver mon identité en fait littéraire, Ok. ma style d'écriture, parce que voilà, on copie souvent. La première manière de faire les choses, c'est mimer. Ouais. C'est une première forme en fait d'apprentissage. Et donc du coup, après j'ai trouvé ma plume, j'ai trouvé mon style. Et aujourd'hui, voilà, je sais qui je suis et ça me permet en fait maintenant de partager les choses. Mais avant de partager, j'ai vraiment commencé à écrire Ok. avec des amis, parce que je sais des amis qui sont écrivains autour de moi. Donc tu es dans une sorte de cercle de Voilà. de cercle d'écrivains plutôt, Voilà. de gens qui écrivent, pas Voilà. spécialement de la Non, poésie, pas mais forcément de gens la poésie. qui écrivent. Des gens qui écrivent. On se retrouvait en fait de manière hebdomadaire et on écrivait sur certaines choses. Et on se rend compte que écrire, voilà, tu ne peux pas écrire si tu n'as pas d'opinion, si tu n'as pas de la poésie aussi quelque part, il faut avoir une opinion en fait. Ouais. Et savoir aussi clairement la manière dont tu vois les choses. Ne pas être trop fermé, en même temps être assez précis. Tu crois qu'il faut avoir une personnalité affirmée pour Pour pouvoir écrire? pour pouvoir impacter avec ses écritures, oui. Ok. Ouais, Voilà, ok. parce qu'écrire, on peut écrire. Tout le monde peut écrire, c'est accessible à tous. Mais je pense que si on veut marquer, il faut aussi avoir il faut avoir une personnalité quelque part. Ouais, ok. Tu m'épates. Tu me découvres, hein, tu me découvres. Bah oui, hein. je te découvre. Parce que vraiment, je suis en train de me dire, ok, ouais, je ne connaissais pas le petit Gavi qui jouait au foot à la Cité, là, quand je regardais du premier étage et que lui, il était sur le terrain. Non, je ne le connaissais pas. Je pensais, et de un, j'avoue que je n'aurais jamais pensé que tu en arriverais là. Ouais.
Ouais, moi non plus. Ça, Je n'aurais jamais pensé que ton parcours de vie t'aurait permis d'arriver là où tu es maintenant. Dans le sens où je savais que si nous, à la cité dans laquelle on a grandi, on était quand même, on va dire, des enfants sages. Ouais. Et que, bon voilà, il y avait l'esprit communautaire qui était assez présent. Donc du coup, on faisait pas énormément de bêtises. On s'en est bien sorti, mine de rien. On s'en est bien sorti comparé à des enfants d'autres cités de la région. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais jamais pensé. Moi, je pensais que tu allais être aux études tranquille, tu vois, comme les parents l'attendent. Études tranquilles. Quand j'ai appris que tu faisais les finances, là, j'ai fait OK, ça va, tranquille, il suit le chemin. Il suit le chemin tranquille. Mais après que j'ai appris que tu faisais de la poésie, et je me demande, je suis en train de me demander quand est-ce que j'ai appris que tu faisais de la poésie. Je pense que c'était quand on s'est rencontrés à une session So Far Sound, ici à Bruxelles. So Far Sound, c'est une série de concerts dans les appartements. On s'est rencontrés. Il y a toujours d'ailleurs. Hein, ça existe toujours. Ça existe toujours à Gand. Je sais très bien qu'à Gand, ça existe. C'est vraiment présent à Gand. Antwerp. Ils sont très... Et commence à Liège de temps à autre. Et à Mons aussi. Et à Mons. Maintenant, ça a commencé à Mons. Ça a commencé à Mons. Ouais. Donc, il y a Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers. So Far Sound, j'ai découvert en fait beaucoup d'artistes aussi qu'aujourd'hui on est amis grâce à So Far Sound parce qu'ils ont performé aujourd'hui. Ils ont fait performer à l'époque. Moi, c'est là à une de ces sessions-là que tu m'as appris que tu faisais de la poésie. Et que je sentais que le style vestimentaire avait changé, que tu étais plutôt dandy, mais je ne savais pas pourquoi. Et du coup, là maintenant, quand tu me l'as dit, j'ai fait « Ah, c'est pour ça !» Le lover est devenu sérieux. Quand t'entends poète, il y a style qui va avec. Non, mais il est très frais le style. Il est très bien, il est très propre. Merci. Je te félicite. J'essaye, j'ai été à bonne école. Hein. C'est les grands, voilà. I try to be like you. Non, mais Donc on est au troisième morceau. Le troisième morceau de ta sélection est celui qui m'a surpris. Ok. Je n'aurais jamais pensé que tu mettrais un Eric Clapton dans ta liste. Ah oui. Et donc le Eric Clapton que tu as choisi, c'est Tears in Heaven. Yeah. Et on va aller écouter un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'entendre le troisième morceau de ta sélection, qui est Tears in Heaven de Eric Clapton. Pourquoi il se trouve, à ma grande surprise, dans ta sélection? Parce que cette chanson, c'est une chanson que j'ai toujours écoutée en fait, hein, j'ai toujours aimé. Mais elle a eu malheureusement une place particulière dans ma vie parce que j'ai perdu mon meilleur ami récemment, Lucini. Oui. Ouais. Et les paroles m'ont vraiment touché. Parce que c'est vraiment, il a su mettre les mots en fait sur ce que je ressentais face à la perte vraiment d'un être cher. Et se dire que, voilà, quelque part, il n'y a pas de pleurs en fait, il n'y a pas de larmes au paradis. Et que, je pose des questions en fait, que parfois même dans tes rêves, tu le vois, tu dis oui, il est au paradis, je veux te rejoindre, mais je sais très bien que je n'appartiens pas à ce... Ma place n'est pas là. Ouais, ta place n'est pas là. Et c'est vraiment cette tristesse-là que Eric Clapton a pu mettre en chanson. Et oui. Comment elle est arrivée à tes oreilles? J'ai toujours écouté, j'ai toujours aimé Eric Clapton. Je suis vraiment fan de on va dire... comment on pourrait l'appeler? C'est du rock classique, de la pop, rock classique. C'est un rocker à la base. Voilà, c'est du rock classique. Une balade rock, ça. Voilà. Et Clapton, il a une plume, il arrive en fait à manier la musique, la mélodie d'une certaine manière. Franchement, c'est une légende, Eric Clapton. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et donc, j'ai toujours été fan d'Eric Clapton, ainsi que voilà, des Genesis, Stings, U2, etc. Okay. Vraiment, j'ai ce côté-là, je suis vraiment... attention, je vais utiliser un grand mot, éclectique. Grand mot qui engendre beaucoup de choses. Ouais. Oui, non, je suis vraiment quelqu'un, j'écoute la musique de manière variée. Tu as une ouverture d'esprit musical. Quoi. Voilà. Mais mon père était fan de... Mes influences musicales viennent de mon père. Parce que quand il était dans la voiture, lui, il écoutait Clapton, tout ça, etc. Il écoutait vraiment... Guns N' Roses and stuff, et tout le reste. Et donc, du coup, voilà, c'est... À la base, je suis vraiment
plus, tu serais étonné de savoir que on veut passer de Biggie à Phil Collins, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en passant par un coffee bien placé. Ouais, voilà, non, normal, toujours. Toujours. Ouais. Mais pour en revenir à ce Tears in Mhm. Heaven, tu étais proche de ton ami. Oui, Tu c'était. étais proche de Lucini. Ah, c'est un frère. Comme je dis, j'ai pas perdu un ami, j'ai perdu un frère. Et, euh, et oui, c'était depuis qu'on était tout petit, enfin, quand je suis arrivé ici au Congo, du Congo, quand je suis arrivé en Belgique, on s'est liés d'amitié. Nos parents sont très grands amis. Ouais. On va dire que c'est le premier ami que j'ai eu. Et malheureusement, il a eu une maladie grave en étant petit. Ouais. Et qui a une maladie dégénérative au final, qui l'a amené jusque qui l'a accompagné. Enfin, il s'est battu jusqu'à ses 27 ans. Ok, ouais. Donc voilà, donc du coup, je suis aussi quelque part il a eu le temps de se faire aussi qu'un seul ami, c'est moi. Et donc du coup, il a toujours une place très importante dans ma vie. Ok. Bien que j'ai grandi, bien que j'ai fait ma vie d'un côté. Il y a toujours les chemins se sont séparés, mais... sont séparés, mais a toujours gardé cette place importante qui fait qu'aujourd'hui, qui fait que j'ai toujours gardé cette place-là en fait. J'ai réservé cette place-là dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il n'est plus et quelque part il y a ce vide. Et donc du coup voilà, il faut vivre avec ce vide en fait. Oh. Et cette chanson-là j'ai écouté, ça m'a vraiment. Vraiment, j'ai écouté la première fois, c'est avec les paroles. Tu vois, quand tu écoutes les paroles, Ouais. ça m'a vraiment touché. J'étais dans le train, j'allais au travail et j'écoute cette musique. Je me dis, je la connais, elle est dans ma playlist, j'ai toujours écouté. Ouais. Et puis là, ça m'a touché, ça m'a pris. Je me suis dit, waouh. Donc ce morceau-là existait déjà dans ta bibliothèque Voilà. musicale, mais il est réapparu d'une nouvelle façon via l'événement qui s'était produit à ce moment-là. Voilà. Ok. Généralement, ça marche aussi souvent comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Même pour moi, il y a des morceaux que j'ai déjà écoutés plusieurs fois, qui se trouvent dans ma playlist, que je réécoute sans problème. Mais il suffit d'un événement spécifique pour que ce morceau prenne tout son sens, entre guillemets. C'est une autre manière d'écouter une chanson, c'est de redécouvrir une chanson comme je suis en train de te découvrir là maintenant, mais il y a le même effet avec les chansons quand il y a un contexte qui fait que il y a Clairement. quelque chose qui se passe dans ta vie, une musique que tu connais, qui a toujours été dans tes oreilles, peut avoir un autre sens. Clairement. Ok. On va passer à un autre morceau. Voilà. De ta sélection. Cet autre morceau est un morceau de Tupac, qui est, si je ne me trompe pas, Dear Mama? Non. Change. Oh. T'aurais pu croire que... J'aurais pu croire que... Alors que... Non. Oui, c'est effectivement Change. On l'écoute tout de suite. On vient d'écouter un extrait de Change de Tupac avec le groupe Talent. On est en 1998. Est-ce que c'est en 1998 que tu as écouté ce morceau-là ou c'est plus tard du coup? Plus tard. J'ai entendu ce morceau-là en 98. Bien sûr, on rappe Tupac, mais on comprend pas les paroles. Ouais. Mais c'est après que j'ai compris la profondeur des paroles et aussi notamment le sens des paroles, de toute façon l'anglais. Ouais. Voilà la manière dont il rappe trop vite. Mais c'est là où j'ai tout compris. Et savoir que ce qui est triste à dire, c'est que c'est écrit en 98. Et aujourd'hui, cette chanson est encore plus d'impact, en fait, plus dans l'air du temps aujourd'hui qu'il n'était à l'époque, entre guillemets. Hein. Bien sûr, à l'époque, il y avait... Je pense qu'à l'époque, les dérapages, je vais pas parler de dérapages en soi, c'est le meurtre, en fait, de la communauté noire aux États-Unis. Ouais. N'était pas médiatisé comme il devait l'être. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a l'impression que les choses sont pires, mais non, je pense que les choses ont toujours été les mêmes. C'est juste qu'on en parle plus. On a plus de moyens d'en parler. Ouais. À l'époque, tu devais attendre que Fox News ou les autres diffusent. Aux États-Unis. Ouais. Voilà, donc du coup, tu n'étais pas trop au courant. Du coup, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'engagé? Oui, je pense que oui. Tu as des prises de position? J'ai des prises de position, oui. C'est clairement, oui.
Et donc, qu'est-ce qui te motive dans cet engagement? Enfin, dans quelle cause tu te retrouves? Dans quelle cause tu pourrais te dire, ok, là j'ai mon mot à dire? Généralement, c'est pour tout, ou c'est simplement c'est bien spécifique pour. J'ai un avis, on a des avis sur tout, hein, je pense. Ouais. Hein. Mais les prises de position sont propres à ce que je peux, par exemple, moi-même vivre dans ma chair, etc. Je pourrais jamais, par exemple, je suis toujours pour la justice, pour pas ce qui est bien, mais ce qui est bon. Ouais. Et forcément, maintenant, la cause ici dont Tupac parle, notamment la manière dont, voilà, les injustices, l'injustice qu'il y a justement aux États-Unis vis-à-vis de la communauté noire. Aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, aujourd'hui ici en Belgique, c'est ici en venant en Europe que j'ai découvert que j'étais noir. Ouais. Et en soi, on m'a dit que j'étais noir, je leur ai dit que j'étais brun. Enfin, ils connaissent pas les couleurs, mais bon. Quand on était petit, je me souviens. Oui, quand on est petit, brun et le noir, c'est ça. Mais et c'est là que j'ai compris en fait le poids je me suis rendu compte du poids de cette couleur de peau. Quand j'ai dit le poids, je ne dis pas que c'est comme j'ai dit au début, c'est pas que je vois le fait d'être noir comme une malédiction. Tu vois. Quand j'ai dit ce poids, c'est genre les conséquences que cela peut avoir lorsque tu es dans un milieu blanc où est-ce qu'on te renvoie toujours à ta couleur de peau. Au final, tu viens en tant que personne, tu es conscient de ton identité, tu es plus qu'une couleur de peau. Lorsqu'on te renvoie à celle-ci à chaque fois, ou bien que on te fait voir cela, mais malgré ça, on te dit non, on ne voit pas la couleur, alors que quelque part, la couleur de ma peau a engendré certaines réactions, a amené aussi certains dires, ou bien certains traitements. Dire qu'on ne voit pas la couleur, c'est ne pas voir le problème qu'il y a. Bien que la peau ne soit pas un problème, non. C'est que le fait qu'on en ait fait un problème. C'est là où il y a le problème. Est-ce que tu as déjà été victime du fait que ta couleur de peau puisse poser problème? Je pense qu'on a tous... on a tous... j'ai fait du foot, tout simplement. J'ai joué au foot. Et quand tu joues en Flandre, sache qu'on les cris de singe, etc., le fait qu'on te traite de sale noir, etc., ben voilà. À la fin, ça termine toujours en bagarre. Ok. Parce que je t'avouerai que moi, en 36 ans d'expérience, en 36 ans de vie en Belgique... Tu t'en es jamais rendu compte. Ouais. Voilà, c'est important. Dire qu'on l'a jamais vécu. On l'a vécu, mais on s'en est jamais rendu compte. Ouais, maintenant, si je recherche, là, je n'arrive pas à trouver un moment dans le... Enfin, à part les contrôles de police où on se faisait arrêter en bande, mais voilà. Ça, je me mettais ça sous le coup de la bande. Mais sinon... Ok. Mais sinon, ouais, non, Ouais. Mais après, si c'était une autre bande, toi, avec une couleur un peu, toi, qui passait mieux, ben, on n'aurait peut-être pas contrôlé. Ouais. C'est aussi ça que je veux dire, c'est que dire que on n'en a jamais été victime, ça se peut, hein. Mais souvent, on ne s'en est jamais rendu compte. Et est-ce que c'est un problème du coup Non, c'est pas un problème. Je veux dire, en soi, c'est pas un problème. Ouais. Je pense aussi comme voir le mal partout, voir directement dire que c'est parce que je suis. Là aussi, c'est un gros problème. Se victimiser. Je pense qu'il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Après, si une personne ne s'en rend pas compte, tant mieux, tant pis. Enfin, je sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Mais c'est un fait. On ne s'en rend pas compte. Mais sache que ça existe et que c'est un fait. Un acte raciste reste un acte raciste, qu'on s'en rende compte ou pas. Ça reste un acte raciste. Du coup, toi, c'est une des luttes. C'est pas une lutte en soi. Non, c'est pas une lutte en soi. Non, c'est pas une lutte en soi. Je peux pas dire que c'est une lutte en soi, mais je vais dire que non plus que lorsque ça se présente devant moi, je laisserai ça passer. Ok. Voilà. J'en ai pas fait ma lutte, mais la lutte est venue à moi. Que tu le veuilles ou non, même si tu veux l'éviter, elle est là. Mais on décide ou pas de s'impliquer. C'est toujours une question de choix, comme tu. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Toi, tu as décidé quand même. Moi, je suis pour d'en prendre conscience. D'en prendre conscience et je le vis et commencer à ne pas dire les termes. Non, je rigole. Non. Ouais, ça devenait un peu trop sérieux là. Ne pas enjoliver les choses, non. Ouais. Non, il faut dire les termes. Non, sincèrement, il faut à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et commencer à faire le Ray Charles quelque part, c'est soutenir en fait ce racisme.
Et je pense que le racisme vient beaucoup aussi d'ignorance, d'idées reçues. Et par moment, ben, faut pas non plus se faire éducateur de tous. Mais quand l'instant est propice, il faut savoir réagir comme il faut. Et voilà, ça passe. Il y a le racisme inconscient est présent. C'est souvent des idées reçues, etc. Dire par exemple, oui, mais t'es noir, mais comment ça fait que tu n'arrives pas à danser? Je parle pas de moi, je sais danser. Mais bon, je dis, mais quand on dit. Mais ça arrive que des Mais gens ça ne arrive. savent pas danser. Mais ça arrive que des gens savent pas danser. Et c'est totalement naturel. Ouais. Et dire que oui, non, et pourtant tu es noir et n'arrives pas à danser, bah tiens, c'est bizarre. Et voilà, tu serais étonné de savoir que les stéréotypes sont souvent aussi tenus par les noirs. Et on en joue, ou bien oui ou non, mais. Qu'est-ce que tu veux dire Par exemple, simple exemple. Simple exemple. Chez les. Aujourd'hui, par exemple, en plus j'avais eu ce débat-là. Souvent, par exemple, un stéréotype qui est mauvais, c'est-à-dire, ah oui, les Noirs, par exemple, ne savent pas nager. On va dire, oui, non, mais c'est faux, c'est mauvais ça, moi j'ai nagé, etc. C'est grave, c'est raciste ce que tu dis. Ok. Maintenant, un stéréotype, ah, les Noirs sont des bons coups. Tu vois. Oui. Pour l'homme, c'est genre valorisant. Il va dire, bah ouais, qu'est-ce que tu crois que quoi? Je suis un Noir. Tu vois, je veux dire. Et donc, du coup, on choisit en fait, un stéréotype reste un stéréotype. Mais quelque part, on choisit aussi le stéréotype le plus. On valide ceux qui nous mettent en avant. Ceux qui nous mettent en avant plutôt qu'autre chose. Bien que je pense pas que ça nous mette en avant parce que ça nous renvoie en fait à un objet en fait. Donc, du coup, voilà, on sexualise l'homme et voilà, quand je te vois, je vois en fait un objet sexuel. Et nous, on voit ça, oh oui, non, c'est bien. Tandis que quand tu vois ça vis-à-vis de la femme noire et qu'on objectifie la femme noire, eh ben, elle voit ça de manière mauvaise, tu vois. Elle va pas prendre ça de très bonne manière. Et je pense aussi que la femme noire est plus consciente quelque part de ce combat, toi, que l'homme noir, toi. Et elle-même va être plus à même à réagir d'une certaine manière via un stéréotype qui soit bon ou mauvais. Elle-même va être plus à même d'être réactive par rapport à ça. L'homme noir peut peut-être dire ah oui, non, bah, tant que ça me permet de choper, bah, franchement, pas de souci, toi. T'es pas en train de dire que l'homme noir est bête quand même. Non, pas ça, ça reste un homme. C'est tout ce que je veux dire. L'homme. L'ego de l'homme. est là. Quoi. Que tu sois noir ou blanc ou jaune, quoi. Ouais. Toi. Mais c'est l'ego de l'homme, toi. Ok. Intéressant ce point de vue. Mais la chanson Change, tu t'y reconnais dedans? Ou tu l'appliques plutôt au monde dans lequel tu vis Je l'applique au monde dans lequel je vis. Elle est totalement d'actualité, comme tu l'as dit. C'est ça qui est grave, en fait. C'est que il y a combien? Il y a 20 ans qui se sont écoulés. Il y a 20 ans. Écoute, aujourd'hui, tu l'écoutes aujourd'hui, bah, tu te dis, bah ouais, c'est la réalité. Il décrit le monde d'aujourd'hui. Oui. Et c'est ça ce qui est quand même triste, du coup, parce que tu dis que ça n'a pas changé. Après 20 ans dans l'histoire, ce n'est rien. Mais quand même, en 20 ans, on a connu des révolutions, par exemple informatiques, technologiques, industrielles, etc. et autres. On a connu plusieurs révolutions. Le monde a totalement changé, la physionomie a totalement changé. On a eu un président noir aux États-Unis. Je dis pas ils ont eu un président noir, c'est pas un président. Mais en même temps, tu te rends compte en fait que, oui, certes, il y a eu tout ça. En apparence, il y a beaucoup de choses qui ont été acceptées, mais dans le fond, c'est comme si tu as mis en fait c'est comme si en fait, tu vois il y a un trou, tu mets une couche de peinture en fait pour enjoliver la chose. Ok, tu ne résous pas le problème, mais tu tu mets juste une couche en fait dessus. Et donc au final, tu sens que toi tu mets juste une couche, etc. Au final ça pourrit. Au final l'odeur revient. Au final. Et puis le problème ressurgit encore plus fort. Voilà, et c'est ça d'une certaine manière, d'une autre manière, etc. Et aujourd'hui, tu le vois, tout le monde en parle, etc. On en parle de plus en plus. Les gens sont de plus en plus conscients du monde dans lequel on vit. Mais voilà, c'est très grave en fait que en 20 ans, ça n'est pas changé. Ça n'est pas changé. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson, parce qu'il aborde les violences policières et autres. Et on pensait que ça ne s'appliquait qu'aux États-Unis. Mais aujourd'hui, en France, en Belgique, on en parle de plus en plus. Ouais. Et voilà. Donc, on croit que le problème vient ici, mais non, le problème a toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle plus grâce à la médiatisation générale, via Twitter, Facebook, Instagram et autres. Ok. Voilà, principalement Twitter. C'est un très bon réseau. Suivez, allez-y. Moi qui travaille dans les réseaux sociaux, Twitter est difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Ah là 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 là. Dans le sens où c'est très réservé, c'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Dans le sens où. C'est vrai que oui, non, c'est Enfin, c'est ce que je trouve. Hein. Oui. Twitter est quand même, si
si tu sais où tu vas aller Voilà. avec Twitter, à ce moment-là, Twitter est le bon réseau. Après, pour tes ouais, sources. non, mais c'est vrai. Après, Twitter, c'est un délire. En fait, je pense qu'il faut juste. En fait, les gens n'ont pas, la patience d'entrer directement dans le délire de Twitter. Parce qu'il faut suivre des gens. Enfin, après, bref, on va pas parler de ce réseau. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, Twitter, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as la formation en direct. Oui. Avant même qu'il soit diffusé ou autre ailleurs, Ouais. si tu regardes bien les réseaux sociaux, Facebook et Instagram ne font que repost des trucs de Twitter. Des Tu vois, trucs parce de que tu es en direct. L'information se trouve là-bas. Voilà, en Les direct sources live. maintenant se retrouvent Voilà. là-bas sur Twitter, ça c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Mais après, si elle a été filtrée ou pas, ça c'est un autre débat. Prenez tout juste avec les pincettes. C'est tout simplement ça. Soyez critiques. On arrive au dernier morceau, en fait. Dernier morceau de ta sélection, Caboté. Et le dernier morceau, on revient en France. Enfin, on revient. On vient en France. vient C'est en le France, premier, c'est le seul morceau français Ouais. de ta sélection. Voilà. Et il vient de Youssoupha. Le lyriciste bantou. Ouais, exactement. Du Congo 243. Youssoupha. On est là. Normal. Le morceau s'intitule Mourir 1000 fois et on l'écoute tout de suite. Prie quand tu pries, alors je meurs quand tu meurs. Dis-moi pourquoi. On met sur une bonne note là. Une note mélancolique, mais elle est très bonne, très bonne. Et voilà, on vient d'écouter un extrait de Mourir 1000 fois de Youssoupha qui est sorti en 2015. Caboté. Ouais. Alors, Pourquoi ce morceau dans ta sélection? premièrement, en 2015, Négritude, un classique du rap français, je tiens à le dire. Ok. Cet album-là était top. Était top. L'un des meilleurs de Youssoupha. Sinon, pourquoi ce son Pourquoi ce son? Ce son, on en revient en fait à celui de Clapton en fait. C'est vraiment ce moment-là de ma vie en fait où tu te rends compte en fait à quel point en fait repenser à la mort d'un proche, te refaire en fait ce moment, tous ces regrets, les rancœurs qu'il dit, les rancœurs secrètes. Et il y a une phrase aussi qui est très importante qu'il dit, c'est que le temps, on s'en va sans que le temps nous répare. C'est-à-dire que le temps ne répare pas en fait, le temps ne guérit pas. Ça prend du temps pour guérir. Et c'est une chose que il faut prendre ce temps pour guérir. Et c'est une chose qu'on pense que voilà, on laisse les choses en fait couler. On se dit mais finalement je vais bien, je suis guéri parce qu'au final maintenant j'ai le temps a passé, etc. Mais en fait ce qu'on fait c'est s'habituer à la peine. Et on ne guérit pas au final. On ne guérit pas. On ne prend pas le temps de sentir en fait cette peine, sentir cette chose à nous déchirer et savoir en fait quelle est la racine de cela. Savoir prendre le temps petit à petit, chaque jour, jour après jour. Tu prends le temps de guérir et quoi. Tu parles d'expérience là? Je parle d'expérience, oui. Ok. Je parle d'expérience. Je parle vraiment d'expérience. Notamment quand je parle des peines. Là maintenant, au-delà de la mort de mon frère, c'est plus aussi par rapport à cette période que j'ai vécue. Voilà, en plus, j'étais dans mes 25 ans. Ouais. On est en 2015. Donc voilà, mes 25 ans. J'ai traversé cette crise, pas de crise identitaire due à mes échecs, ce manque de repères. Et savoir se retrouver, marcher sans avoir de repères, c'est super difficile. Et j'ai pris le temps j'ai pris le temps de me relever au final. Quand tu dis que tu n'avais pas de repères, tu veux dire tu avais tes parents pourtant à tes côtés, tu as la famille autour de toi. Ouais. Tu parles de crise d'identité, alors plutôt de savoir ok, c'est culturel, c'est... Même pas, c'est pas culturel, c'est vraiment identitaire par rapport à sa propre personne. Vraiment, Ok. c'est... Tu te cherchais quoi. Je me cherchais, c'était même pas que je me cherchais, je m'étais perdu en fait. Ok, carrément. Je m'étais perdu, tout simplement. Je m'étais perdu, moi qui pensais être telle personne et me dire non, je sais pas telle personne, et remettre en question en fait toutes tes certitudes. Te dire que oui, non, moi je suis ça, je fais ça, je suis telle personne qui habite en droit, je fais ça, je suis censé agir de telle ou telle manière. Et au final, dans ces moments-là, certes, j'avais les parents qui sont là, mes frères et sœurs, Ouais. mais il y a une chose que beaucoup de gens peut-être ne comprennent, enfin je sais pas s'ils comprennent ou pas, en final. Je sais pas si beaucoup de gens comprennent ou pas, mais il y a une chose qui est réelle, c'est que on a beau avoir des personnes qui sont là autour de nous, mais souvent on ne veut pas blesser ces personnes-là. Donc du coup, on cache nos peines. Parce qu'on sait que leur montrer ces peines-là, ce serait les affliger aussi. Parce qu'ils vont se poser des questions que Gabi, tu vas bien. Donc, de quelque part, c'est bizarre, mais le fait, en fait, de voir comment ils réagissent à tes peines, à ton état, ok,
fait que il ne te laisse pas l'espace pour pouvoir souffrir. Ok, donc tu es Voilà. plutôt partisan de souffre en silence. Je suis pas partisan, mais c'est ce que c'était. C'est comme ça que tu as fonctionné. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Ok, ouais. Et quelque part, voilà, je vivais seul, je cotais, etc. Donc, du coup, ce moment de solitude m'a aidé Ok, d'accord. à être seul, à par moment te dire oui, ok, tu n'as pas envie de te réveiller, tu n'as pas envie de te lever, tu ne te lèves pas parce que tu te dis pourquoi je vais me réveiller, pourquoi je vais me lever, je vais faire quoi aujourd'hui. Et Tu déprimais en fait. je déprimais. C'est la Ouais, dépression. t'étais en déprime. Ouais, j'étais en déprime. C'est la dépression. Ouais, J'étais ouais. à la dépression. Et ça s'est passé quand? On dit les termes. Ça Ça s'est passé quand? Ça s'est passé. Ouais, j'avais 25 ans. Ok. 25, Donc tu avais fini les études? 24, 25. Ou non, t'étais en Non, plein non, dedans. justement, j'avais été en plein dedans. T'étais en plein dedans, J'avais ouais. tout, échec sur échec m'était tombé. Ok. J'ai perdu beaucoup de choses. Je me souviens, même à un moment donné, j'avais perdu mon logement universitaire. Ok. Et donc, du coup, il fallait que je retrouve un autre logement. Et Ouais, en même temps, on était à la date butoir pour les inscriptions. Et donc, du coup, on m'avait laissé une semaine pour quitter. J'ai dit, voilà, c'était. Un malheur n'arrive jamais seul, quoi. Ah ouais, non, tout m'était tombé. Hein. Là, c'était un combo. Là, franchement, la vie m'a mis des uppercuts. Et comment t'en es ressorti de ce moment-là, du coup? De ce moment-là, Dieu a fait grâce, en fait. Hein. En ce moment, j'ai trouvé le logement dans lequel je suis resté pendant 3 ans dedans. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé voilà, l'université où je devais aller. Mais voilà, ce qui fait que dans l'état où j'étais, voilà, il y avait tellement de choses. Mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de guérir, en fait, j'avais besoin de ça. Et donc j'ai pris le temps, sans le savoir, trouver une solution. T'essayes une chose, ça fonctionne pas. Bon, ok, j'ai essayé autre chose. Et bizarrement, tu te rends compte que la guérison est un chemin. C'est pas une destination, c'est la manière dont tu marches. Il y aura des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais au final, à la fin, tu dis, mais au final, je suis arrivé au bout de cette journée. Et après, une journée amène l'autre. Au final, tu arrives à trouver l'issue, en fait, pour chaque journée. Après, voilà, tu te rends compte, en fait, que tu marches dans la guérison, au final. Tu vois que tu es guéri, sans te rendre compte. Mais tu te rends parce que tu t'as fait de l'habitude, en fait, une habitude journalière. Et donc, du coup, tu te dis, ok, voilà, j'essaye. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais essayer. Demain, ça ira mieux. Et voilà, donc j'ai eu ça, j'ai traversé ça. C'était un vraiment moment difficile. Malgré ça, tu es en mode comment t'expliquer? Autopilote. Ouais. Ça veut dire que tu fais les choses parce qu'ils doivent être faites, mais c'est pas qu'au fond de toi, tu ressens la conviction de les faire ou quoi. L'écriture était déjà là? Et l'écriture est arrivée à ce moment-là. Ok. C'est là que j'ai découvert l'écriture et j'ai écrit, au final j'écrivais, et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Et puis j'ai commencé à écrire ce dont j'avais besoin de lire. Je me dis, Gabi, donc, qu'est-ce que tu aimerais te dire vraiment aujourd'hui? Ouais, ok. Qu'est-ce que tu aimerais lire? Finalement, tu trouves les mots, malgré que tu es en train de vivre en dehors de ces mots, dans le sens où tu vis l'opposé de ces mots, mais tu arrives à trouver. C'est ce que tu aimerais bien Voilà. parvenir à pouvoir te dire, mais du coup, c'est pas ce que tu vis, quoi. Voilà. Ouais. Et au final, on voit pourquoi mon rapport avec la poésie et les mots fait que c'est comme une dichotomie. C'est-à-dire que je suis moi dans ma peine, mais les mots viennent. L'écriture ne guérit pas, les mots ne guérissent pas. Mais je veux dire, c'est une thérapie. C'est un truc qu'il faut savoir. C'est pas parce que tu écris que tu guéris. Non. Mhm. C'est une thérapie. Au final, il faut penser ces mots, il faut les vivre. Et les mots viennent à moi et je suis en dehors de ma peine, je suis en dehors de de moi-même, en fait. Et voilà, lorsque j'écris, etc., je découvre des mots, enfin, les phrases se forment, etc. Au final, les vers se forment, ça devient un poème. Et c'est là que tu relis et tu te dis, waouh, ok, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, je vais vivre ces mots-là. Ok. Et donc, voilà pourquoi moi, la poésie, en fait, pour moi, c'est une manière de vivre. Et je ne cherche pas quelconque reconnaissance pour ça ou quoi. C'est ce que je suis. Et donc, voilà, c'est... Et aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Je voyage grâce à ça. J'ai un livre qui va bientôt sortir. Ok. Ouais, j'ai un livre qui va bientôt sortir. Je présente je clame mes poèmes, voilà. Ouais, tu te produis dans des événements. Des événements et autres. Et c'est un kiff, en fait. C'est un kiff. Ça fait plaisir de pouvoir partager ces mots et que ces mots puissent prendre vie, en fait, dans d'autres personnes. Ça résonne chez les autres. Ça résonne chez les autres. Et la plus grande... toi, la chose la plus valeureuse que j'ai, ce n'est pas des likes ou bien des followers ou quoi, etc. Non, mais c'est un retour sur un de mes poèmes, sur une personne me dise que ce texte-là l'a aidé, etc. Et je me dis, gloire à Dieu, je suis vraiment content parce que au final, les mots-là, une fois que je les clame, une fois que je les partage, ces mots ne m'appartiennent plus.
Caboté, Ouais. merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment un très bon échange. J'ai vraiment apprécié. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça, la plateforme est faite pour ça. Donc, je suis content, moi, d'avoir découvert Caboté à travers ces 5 morceaux Ouais. et d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Les histoires qui se trouvaient derrière ces morceaux sont super intéressantes. Et tu es quelqu'un d'assez de posé et qui réfléchit beaucoup, je le sens bien. J'apprécie ça énormément. Merci. Et ça fait plaisir de te voir maintenant évoluer à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est super cool. Et j'ai une dernière question avant de clôturer notre rencontre. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que je me souhaite? Comme on dit, more blessings, plus de bénédictions. Vraiment, c'est vraiment une année vraiment où j'ai vraiment plein de grâce en fait. L'amour, la paix, et aussi voilà, l'accomplissement et d'être une bénédiction pour les autres, apporter plus de lumière autour de moi. C'est vraiment ça, parce que voilà, l'amour, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui ne peut être partagé que s'il est semé. Donc j'espère pouvoir semer ça autour de moi. Parfait. Merci beaucoup. J'ai envie de dire amen. Voilà. Non, parfait. Le culte est terminé. Amen. Encore merci, Caboté. Merci à toi, Patrick. Et moi, je te souhaite une très bonne continuation. Merci, et toi aussi. Donc, je vais suivre aussi et partager fort. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que voilà, ça va permettre en fait à des personnes de découvrir justement le lien entre la musique et la rencontre en fait avec d'autres personnes que... C'est la mission que je me suis donnée, entre guillemets. Ouais, non. Raconter, J'ai hâte. Entendre de des histoires et entendre de la bonne musique ou de la musique tout court, je dirais plutôt comme ça. Ok, top. À la prochaine. À la prochaine, Patrick. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Caboté. Retrouvez-le sur Facebook et Instagram pour rester au courant de ses activités. Je vous rappelle aussi que les 5 morceaux de Caboté sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée et qui est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner à XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés. D'ici là, portez-vous bien.